Quelqu'un sait-il ce qui se voit derrière la tour quand le navire disparaît? On dirait qu'un morceau de terre s'est mis à marcher. Comme un troupeau conduit par un berger, la houlette à la main, avec la voix rauque des paysans de la vallée qui ont attendu, les pieds fichés en terre, l'arrivée des envahisseurs. Mais ils ne sont jamais venus. Et la fumée aux frontières n'a pas signifié la guerre. Enfin, le navire passe de l'autre côté. Et maintenant, oui, on voit la cabine du commandant. Et même avec un peu d'effort, la tête du commandant lui-même, avec une casquette impeccable, regardant la sortie de la barre avec un rictus sorti droit d'une ode maritime ou presque. Quelqu'un sait-il ce qui peut passer par la tête d'un commandant quand il dépasse la barre? Le bêlement des troupeaux, le cri du berger qui résonne dans les montagnes, et même le visage de la femme dont on n'aura pas de nouvelles durant des mois, quand le navire doublera les derniers caps et devra rester encalminé faute de vent. De toute façon, le passage du navire au-delà de la tour a réveillé le troupeau qui recommence à paître sur le gazon, malgré les cris du gardien. Et le chien qui garde le troupeau se jette sur les mollets du gardien, qui s'enfuit sur la passerelle vermoulue menant à la porte de la tour. Et il tombe dans une béance entre les planches, s'enfonçant plus bas dans la vase, où il reste étreint par les crabes. Un navire alors fait en sorte que tout cela s'achève, sur le quai de pierre, sous le vol gris des mouettes qui portent au bec la corruption de la tempête, avec l'intuition de la terre. Pourtant, le voyage recommence quand les vents se remettent à souffler. Le commandant ne voit pas ce qui se passe au fond de l'océan, ni ne sait ce qui se trouve à l'intérieur des nuages. Il se borne à obéir à la direction que les vents indiquent, doublant les caps quand les cartes l'y obligent ou reconnaissant les récifs et les bas-fonds quand, en vue du littoral, les hommes font silence pour mieux entendre le cri de la vigie, en toute clarté, dans la rumeur du vent et de la marée. Cependant, un troupeau de crabes se promène dans son rêve. Il pâture les goémons de l'estuaire. Et le bêlement des eaux encourage ceux qui s'aventurent de l'autre côté de la digue, où le brisement sec de la mer indique que le sable du fond se révulse, découvrant les ancres rouillées, les blocs de lestage, qui ont dû être une muraille et sont maintenant les pierres tombales du capitaine, de l'équipage et des dames qui n'ont pas réussi à retrouver leur mari. L'astrolabe transformé en clepsydre. En ce jour d'une année de grâce aussi humide que la terre sous l'ombrage d'un arbre où poussent des champignons en forme de cervelle humaine sur la table d'autopsie, mais que pense un champignon quand je l'arrache, l'observe, me demande si je peux le manger frit avec des œufs sur la vieille table de la maison dont le sol de dalle noire m'indique les pas rituels de la mnémonique funèbre. À quoi servent les tropes sans un dictionnaire à portée de la main? Le commandant descend à la cabine, le navire encore en vue de la tour pour savoir quel est le niveau d'alcool de la bouteille. De blanches aguardentes, des spiritueux. Même les buveurs de Velasquez n'avaient pas dans leur vomi la pure saveur de ces fruits que les hommes de la montagne ont transformés dans leurs alambics clandestins. Du reste, les envoyés de la cour, les sbires de la loi, n'ont jamais su comment parvenir à ces recoins du pays pour vérifier les recettes des impôts. Et ils ont vendu leurs barils durant des siècles à la barbe des contrôleurs. Et nous sommes enivrés de ce liquide qui avait la saveur d'un délit économique et d'un morceau de musique excentrique, redevable à la cueillette des fruits que l'automne va presser, à chacune des gouttes qui vont remplir le verre de l'hiver, et encore au reste d'un latin de concile et de messe, dans le sermon qui opère le passage des mots communs vers le mystère profane. Nous nous bousculons alors sur un ponton de souvenirs que nous foulons comme les raisins de la dernière vendange. Et nous voyons,
un mou de paroles se répandre sur les planches usées par les soleils du voyage. Je lis, lentement, des vers inachevés dans l'érosion humide de leurs syllabes. Et je ne trouve pas les rimes, les rythmes. La musique qu'il devrait y avoir sous cette cohue de son, remplissant les coupes d'une cave céleste. Mais je lève mon verre en mémoire de toutes les joies anciennes et des orgasmes enfermés dans ces cales humides de moisie et d'angoisse, avec les corps en sueur des chaleurs équinoxiales, ensevelis par les moussons, coagulés par les calmes de l'océan Indien, regardant le ciel à la transparence de l'alcool violet du rêve, des corps aigres comme le sperme que la mousse sombre dévore, égrenant lentement une luxurieuse litanie de rames dont seuls les yeux reflètent encore un éclat de vie, maintenant que la jouissance les a vidés, prostrés sur le banc, sans force pour ouvrir les barriques de chair salée grouillante de verre. Mais ils ont éprouvé que les rives du Tage sont petites, qu'il y a des marées d'où l'homme ne sait comment revenir. Et c'est bien cela qu'il recherche, le point final de l'éternel retour. De l'harmonie cosmique, de l'ordre confortable des hordes continentales. Nous avons passé tant de temps à nous convaincre que nous étions heureux, que les épidémies n'emportaient que l'éphémère écume de l'humanité, qu'un archétype se maintenait immuable sur la table de chevet de l'infini. Et nous n'avons jamais ouvert le tiroir où s'accumulent les cartes et les lettres et les portraits de famille, estompés par la chaleur, les visages rongés par les taches de soleil et d'eau. Ces visages, cependant, ont été les nôtres. Et maintenant qu'ils ont disparu, il nous manque un miroir où nous pourrions nous reconnaître, et reconnaître que nous ne sommes ni des rêves, ni les ombres de ces rêves, sur les murs blancs de l'âme. Nuno Judice. Merci. Au piano, dans ses compositions et ses improvisations, Odile Husson.